Avant de commencer, cette vidéo va contenir du spoil sur la saison 1 et 2 de Hazbin Hotel. Je vous ai prévenu. Bonjour! Comment ça va tout le monde? Personnellement, j'avais hâte de faire cette vidéo. J'ai terminé la saison 2 de Hazbin Hotel et j'ai adoré. Pour ceux qui connaissent pas, Hazbin Hotel est une série créée par Viviane Medrano qui a diffusé le pilote sur YouTube depuis 2019. Putain, je suis vieux. Et qui est maintenant diffusé sur Prime Video. On suit l'histoire de Charlie Morningstar, fille de Lucifer et Lilith, qui a créé un hôtel pour pouvoir aider les sinners à repentir au paradis. Car tous les ans, les anges descendent pour exterminer les démons. Et qu'elle peut pas compter sur sa mère car elle est partie il y a 7 ans et que son père est tombé dans une dépression sévère. Don't you want you bitch. Elle sera aidée par Vaggie, sa petite amie et une ancienne ange exterminatrice. D'Angel Dust, un acteur porno et promissionnaire à rejoindre l'hôtel. Et Dalastor, le démon de la radio, qui est un overlord venu pour s'occuper de l'hôtel car ça lui fait marrer de voir Charlie croire à ses rêves. Il a ramené avec lui Husk, un ancien overlord qui a fait un pacte avec Alastor. Et Nefty, une femme de ménage complètement tarée. Pour comprendre la vidéo, allez regarder la saison 1 et 2 de Hazbin Hotel. Oui, je fais la vidéo sur la saison 2 avant la 1. Je laisserai peut-être quelqu'un faire la vidéo sur la saison 1. Oui, c'est une autre manière de dire que j'avais la flemme. Bref, tout ça pour dire que la saison 2 est 1000 fois supérieure à la première. Mais de loin. Les musiques sont incroyables, l'histoire est excellente, Vox était un mastermind et un antagoniste à la hauteur. Franchement, c'est presque un sans faute. Bien sûr, il y a des défauts. La série n'est pas vraiment parfaite. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire n'est que mon avis. Je suis pas là pour être en mode « j'aurais fait mieux que les scénaristes ». Non, je dis simplement que certains moments auraient dû être ramenés de cette manière pour avoir plus d'incohérence et de logique. La série est très courte. En 8 épisodes, t'as pas réellement le temps de faire développer certains personnages. En particulier Abel et Baxter, qui sont eux introduits au début, montrés un peu et utiles qu'à la fin. Pour faire simple, ils ont pas leur propre épisode pour briller, ils brillent qu'à la fin. S'il y avait eu plus d'épisodes dans la saison 2, on aurait pu avoir un épisode justement consacré à Abel, pourquoi il n'est pas du tout comme son père, en quoi ce dernier le respecte, etc. Pareil pour Baxter, ils auraient pu en faire un espion qui fait semblant de sympathiser avec les autres, pour qu'en final il apprécie vraiment l'hôtel, voire passer plus de temps avec Nefty, ce qui lui donne envie d'aider l'hôtel, au lieu de dire qu'il est gentil quand on lui a plié le linge comme il faut. Non, ce n'est pas une blague. Are you willing to risk your job and life to help us? Yes. Why? Well, you made sure that my blankets were always folded at my requested 45-degree angle to make it more tuckable to my liking. So I assume that made us best friends. Isn't it obvious? Yeah, totally. On appelle ça de la facilité scénaristique, ou de la flemme. T'as aussi le fait que, de tous les personnages de l'hôtel, pourquoi Charlie a pris Nefty avec elle pour aller au plateau? Je veux dire, elle aurait pu prendre Vaggie ou Lucifer avec elle. Au moins, Lucifer aurait un peu plus de temps d'écran. Car oui, Lucifer est mis de côté dans cette saison. Et quand il commence enfin à montrer sa puissance, il se fait ridiculiser par Vox. D'ailleurs, les gens qui disent qu'on a nerf Lucifer car il peut pas blesser les sinners, c'est totalement faux. Lucifer a été envoyé en enfer pour être puni. Et par conséquent, il crée l'enfer avec Lilith. Et ceux qui arrivent dans les enfers sont là à cause de Lucifer. Du coup, techniquement, il les a châtiés sans qu'ils fassent rien. Oh, Anastasia, I'll let you in on a little secret. I cannot smite him. No, it's kind of part of the whole hell thing. You see, it isn't just a place, it's a punishment. And mine is that I'm stuck here with all these sinners, can't kill them, can't do nothing with them, so I just have to ignore them. Il peut les blesser, bien sûr, mais il peut pas réellement les tuer. En revanche, les 7 péchés capitaux, les anges et généralement les démons qui naissent dans les enfers, Lucifer pourra leur faire du mal. La preuve avec Adam qui a pris cher. You're in my house, bitch! J'espère que je vous ai pas confus, mais Lucifer n'a jamais été nerf. C'est surtout qu'il a été mis de côté, c'est ça qui est dommage. Ensuite, par rapport aux musiques, rien à dire, ils sont tous bien. Mais parfois, t'as des musiques qui sortent de nulle part. Je fais référence à Clean It Up et Easy. Même si j'adore les deux musiques, je trouve qu'ils ont ramené ça de façon assez random. Clean It Up est juste là pour donner une musique à Nefty. Même si elle sort de nulle part, la musique reste fun. Par contre, la façon dont Easy a été ramené m'a fumé de rire. Charlie était en train de pleurer et de se déprimer par rapport à la situation. Et là, un Vaggie qui te lâche un pour chanter. De toute la série, ça fait partie de mes musiques préférées. Mais ils auraient pu la ramener d'une autre manière. La musique en elle-même dit que l'amour est possible en enfer et qu'elles peuvent surmonter les épreuves ensemble, même dans les pires emmerdes. Mais les paroles, c'est pas « tais-toi, je suis là pour toi », mais plutôt « shut up, you know that I love you ». Il y a deux exemples de musique bien ramenées, « Love in the Battle » et « Losing Strike ». Pour le contexte, Husk redevient addict au casino parce qu'il en avait marre du bordel qu'il y avait à l'hôtel, surtout à cause de Charlie et Vaggie qui faisaient la gueule, et décide de passer tout son temps au casino. Et même si au début, il gagne, il se régale tout en se bourrant la gueule, on voit très bien qu'en fait, c'est pas ce genre de vie qu'il a envie d'avoir. Preuve, quand Angel arrive pour chanter. Grâce à la musique, il lui fait comprendre qu'il peut pas tout le temps gagner. Même s'il espère d'avoir une bonne main ou une chance énorme, il sera toujours perdant. C'est une façon pour Angel de rendre l'appareil à Husk. Dans la saison 1, Husk a aidé et motivé Angel avec Loser Baby, et dans la saison 2, c'est l'inverse. Et c'est ça qui est beau. Et après, t'as la musique. La musique que tout le monde suce et qui a hypé les gens par rapport à la saison 2.
Vous savez de laquelle je parle. Storms coming, I can see the clouds. No running's gonna save you now, and heart rate is gonna fall down like gravity, like gravity. La musique est forte, montrant que Luz serait prête à tout pour tuer les démons, y compris la princesse pour avoir tué Adam. On ressent la colère et le regret d'avoir perdu quelqu'un qu'elle apprécie. Et quand tout se calme, la tempête s'approche, Luz veut se venger. Si seulement on aurait pu avoir ça dans cette saison. Excusez-moi les gars, même si j'aime bien cette musique, elle ne sert à rien. À la limite, si elle a été dans la saison 3 ou 4, je dis pas non. Mais là, la musique ne servait à rien. Sans oublier que Luz force avec cette musique pendant le passage Think About the Future. Pendant toute la musique, Luz dit qu'elle va tuer tous les démons qui ont tué son mec. Et qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle arrive en enfer la première fois? It's just Vox has completely convinced most of hell that you all are still out to get us. Cette pute prend la pose de Spider-Man et reste sage alors qu'elle peut profiter pour tuer Charlie. Mais il y avait Sarah, du coup c'était compréhensible. La preuve, la deuxième fois qu'elle revient, elle n'hésite pas à attaquer Vaggie alors que littéralement une arme nucléaire angélique est sur le point d'exploser. Faut revoir tes priorités, connasse. Bien sûr, on peut se dire qu'elle fait ça pour que ça retarde le bouclier, comme ça tout le monde meurt, y compris elle-même. Sauf que non. Déjà, il y a Emily et Abel qui sont là, et j'aurais mal vu Sarah ne pas intervenir pour arrêter Luz si Abel n'avait pas poussé une paire de couilles. De plus, c'est pas comme Vox où il dit clairement qu'il en a rien à foutre des enfers ou du paradis tant qu'il peut voir Alastor crever. Mais là, à vouloir se battre à tout prix parce qu'elle avait ses règles, c'est non. Cette scène est juste là pour montrer un combat entre Vaggie et Luz, plus montrer l'arc narratif, entre guillemets, d'Abel, alors qu'il n'était pas réellement mis en avant. Je suis désolé, mais Luz est complètement conne dans cette saison. Voilà pour les défauts, maintenant passons aux qualités. L'animation est supérieure, les scènes de combat sont très fluides et l'animation des attaques sont très beaux. Surtout Velvet, l'animation de ses attaques sont tout simplement magiques. Oui, je suis fier de celle-là. D'ailleurs, je salue les animateurs et dessinateurs qui ont dû animer Velvet avec plusieurs vêtements. Je la trouve très belle et stylée dans certains de ses vêtements. Voici mes préférés. Ensuite, la musique. J'en ai déjà parlé mais je le redis, ils sont tout bonnement bien. Il n'y en a aucune que je trouve nulle. Voici mes top 3. Shut up, you know that I love you, but that's enough of this spiral. Some of your dreams haven't come true. Well, here's how we'll break the cycle. J'en ai parlé aussi, mais la musique est vraiment bien. Enfin, une musique d'amour entre Vaggie et Charlie qui la mettent en avant. Même si elle sortait d'une dispute, on nous montre que l'amour entre les deux reste très fort. Et aussi le fait que tout le monde était surpris de voir les mouvements de hanche de Vaggie. Cause anyone who finds love in hell can do anything, baby. You and me don't need no one else to make it through the crazy. No blow comes close to fatal for this princess and fallen angel. We already found love in hell, the rest is easy, baby. They're scared. What? Humans are afraid. All of us, all the time. Mortality's a blaze, swinging with no reason, no rhyme. Cette musique a une valeur sentimentale pour moi, car c'est une leçon de vie. Oui, tu peux avoir peur. Oui, tu peux faire des erreurs. Mais c'est quand tu échoues que tu t'améliores. Et quand tu échoues plus d'1 million de fois, et que là tu réussis enfin, tu peux crier victoire. Live to fail a million times until you finally yell Eureka. Elle m'a aidé pas mal de fois depuis que je l'ai écoutée. Je vous la conseille. Et le top 1, bien sûr, c'est... There's an endless stream of passion built in hundreds of bugs. If you want this intro, just wait till you smell our rugs. Cause people far from kissing come on their butts. Fun and when they do, I get the feeling, clean it up. Bien sûr, je déconne. Remember, trust us with your news. If you want it, just take it. The world's yours, don't waste it. Go make the stars align to shine brighter, brighter than the heavens in the skies above. You'll be brighter, going supernova, all the eyes look up. Brighter. C'est l'une, voire la meilleure musique pour raconter le background d'un personnage. Tout le monde avait de la peine pour Vox car Alastor voulait pas faire alliance avec lui. Mais les gars, vous avez vu ce qu'il a fait quand il était humain? Pour monter de grade et créer son propre culte, il a dû assassiner ses collègues et son patron. Et le pire, Vox a presque réussi son plan. Dans le monde humain, tout comme les enfers. De plus, on voit vraiment qu'il est prêt à tout pour réussir, peu importe les conséquences. Need to be baptized into a new era of entertainment. Brighter.
D'ailleurs, excellente transition pour parler de Vox, qui est littéralement le personnage principal de la saison 2. Vox a eu plus de moments pour lui que Charlie, et c'est tout à fait normal, c'était ça la saison. Là où Charlie c'est la protagoniste et Vox l'antagoniste, du point de vue de Vox c'est le contraire, et ça se voit. La façon dont il réussit ses plans, ses musiques qui ont un ton joyeux et gentil entre parenthèses, son passé où il était tout gentil avec Alastor, c'est le cocktail parfait pour montrer que c'est un protagoniste. Plus avec la musique Vox Populi, il prend une forme angélique, montrant qu'il peut dépasser le paradis, l'antagoniste des enfers. Et sa rivalité avec Alastor, c'est un moyen pour lui de dépasser les limites. Grâce à Velvet et Valentino, il a réussi à prendre sa revanche, montrant que le travail d'équipe est bénéfique. Il hypnotise Angel, un allié de Charlie pour avoir des informations, montrant que le héros est prêt à tout pour réussir son but. Il réussit à se rallier avec les Overlords et Camilla pour être contre le paradis. Et pour finir, il a réussi à humilier et capturer le roi des enfers en personne, avec les informations récupérées, l'alliance, etc. Et vers la fin, il était prêt à faire le grand sacrifice, mais il s'est fait arrêter par ses propres alliés, pour pas qu'il fasse l'impensable. Pour faire simple, Vox était une vraie menace. Il pensait être le héros de l'enfer, alors qu'il est juste un héros dans sa tête. Sans oublier qu'il nous a appris une leçon, travailler en équipe peut être bénéfique. Maintenant qu'on a parlé de Vox, on va parler d'Alastor, qui est la définition même de la manipulation. Vox pensait être le Mastermind. mais finalement c'est Alastor qui est le Mastermind. des. Mastermind. Oui, je vais spammer cette blague. Mastermind. Bien sûr, tout comme Lucifer, il est mis de côté. Mais les rares fois qu'on le voit, c'est pas pour rien. Chaque scène est là pour manipuler et changer la façon de penser de Vox. Tu es au courant que tu expliques le principe même de la manipulation? Laisse-moi deviner. Jeff. Je disais donc, les fois où on voit Alastor, soyez sûr qu'il va manipuler Vox pour mettre tout son plan en place et tout activer vers la fin. Oui, je dis activer car ce bâtard joue à Yu-Gi-Oh! Tellement il y a des chaînes. Chaîne 1, Rosie tient Alastor en chaîne. Chaîne 2, Alastor annule l'effet. Chaîne 3, Vox active une magie pour devenir le plus fort. Chaîne 4, Charlie annule en lui disant non. Chaîne 5, Alastor annule l'annulation de Charlie. Et une fois que toutes les chaînes sont résolues, son effet s'active et il se libère de Rosie. Bien sûr, c'est beaucoup aidé par le scénario. Le fait que toutes les actions se passent comme prévu par Alastor est un peu trop gros. Mais vu qu'Alastor connaissait bien Vox, il savait ce qu'il faisait. Et pour finir, nous allons parler de Serpentus. Même si on le voyait moins, il a été très utile pour le paradis. De une, en montrant que les sinners peuvent avoir une rédemption si leur péché a été excusé. Et de deux, c'est grâce à lui que Sarah a compris pourquoi l'enfer est énervé. They're scared. What? Ils ont peur. Et comment savoir qu'ils ont peur? En demandant au seul sinner qui a été repenti, Serpentus. Il vivait aux enfers. Il a vécu l'extermination pendant des années en voyant des gens mourir devant lui. Tout comme son passé, il a rien pu faire. Mais depuis qu'il a rejoint l'hôtel et que ce dernier était en danger, il a eu peur, mais ça ne l'a pas transformé en fuyard. Au contraire. In the battle with Adam, you feared your death. Yes. But fear didn't drive you to wickedness. And you were brave. You sacrificed yourself to save another's life. Grâce à la musique Live to Live, il apprend à Sarah que c'est normal d'avoir peur. C'est humain, mais faut pas laisser cette peur choisir pour nous. Et ça a marché. Sarah a mûri. Elle ne se laisse pas guider par la peur. Elle laisse du temps à Emily pour trouver une solution pacifique, au lieu de laisser faire l'autre pute qui veut se battre. Pour conclure, au lieu que le paradis et Sarah reçoivent un serpent qui manipule les gens, ils ont reçu un serpent qui les a aidés et guidés. Et c'est ça qui est beau. Cette partie, je l'ai fait quelques jours après la fin de l'écriture, car j'avais oublié de parler de certains sujets ou personnages. Du coup, je vais tout dire dans cette partie. Vaggie était présente, mais pas énormément. Elle essaie de se trouver un nouveau prénom pour se détacher d'Adam. Et son flashback aurait pu être intéressant si on connaissait justement l'ange que Vaggie essaie de rassurer. Mais cette scène montre que Adam et Lutte sont vraiment des enfoirés dans le paradis. Angel était un peu plus développé dans cette saison. Il s'ouvre aux autres et aime passer du temps à parler avec Charlie. Et je me sens mal pour ce dernier quand Vox dit comment Angel est arrivé en enfer, comment il s'est fait manipuler et surtout le fait qu'il reste volontairement avec Valentino pour pas faire du mal aux autres. Cette scène avec Husk et Angel m'a déchiré. Favor. Angel. And forget you ever knew me. Angie, no. Please, come back. It's okay, Husk. He'll be back. Je mets les deux en même temps car c'est court. On peut voir que comparé à Valentino, Velvet va sur le terrain plus souvent avec Vox pour récupérer des informations ou l'aider à ses plans. Et elle n'hésite pas à se battre si besoin. Faut pas la sous-estimer car bordel, elle sait se battre, avec ou sans magie. J'imagine que vous avez compris, mais Davy, même si j'aime Vox, ma préférée avec personnage reste Velvet. Pour Valentino, rien à dire. Il reste toujours le petit con goofy qu'on adore détester ou se fout de sa gueule.
D'ailleurs, on peut voir que la manipulation de Vox ne marche pas sur lui. Ça veut dire qu'il a déjà essayé et que ça ne fonctionne pas. Je vous jure, la toxicité entre Vox et Valentino est la seule que je peux accepter. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur un tweet. Il y a un gars qui dit que Vivian met en valeur un violeur dans la série. De base, je voulais pas en parler, car c'est complètement débile. Le thème de la saison 2, c'est la propagande et la désinformation. La preuve, ça a marché. Ce con y croit. De plus, lui, ça se voit qu'il n'a pas vu la série car il est hors contexte. Si Valentino est mis en avant pour être le nouveau visage d'Evie, c'est parce que quelques jours plus tôt, son mec a presque buté toute la ville. Du coup, pour se sortir de la merde, ils prennent la deuxième tête connue d'Evie, Valentino. Sans oublier que ce camp a aidé pour bloquer la bombe et qu'ils ont profité de ce moment pour dire que Val est un héros. Oui, c'est Velvet qui a demandé à Val de l'aider. Mais entre Valentino et Velvet, c'est Val le plus populaire. C'est normal que ce soit lui qui est mis en avant. C'est juste logique. Vous voyez, c'est pas difficile à vérifier. Moralité, toujours vérifier les propos des autres. Pareil que l'autre partie, elles ont peu à dire, même si entre les deux, c'est Emily qui a le plus aidé. Du fait que c'est Emily qui trouve toujours les plans pour Charlie, même si Emily est maladroite, elle fait tout pour que ça marche. D'ailleurs, les gens qui ont trouvé Emily chiante quand elle a passé son temps avec Serpentus n'ont rien compris du personnage. Elle essaie de faire en sorte que ce dernier se sente bien au paradis. De plus, elle a remarqué que la journée était trop pour lui. Pour se faire pardonner, elle a créé des anges œufs et dessiné les personnes de l'hôtel sur le mur. Emily est trop gentille, c'est juste qu'elle se laisse porter par ses émotions. Genre oui, offrir des paniers cadeaux pour se faire pardonner d'un génocide qui a duré pendant des siècles, c'est complètement con. Et pour Sarah, elle est restée la même, mais elle s'est beaucoup améliorée grâce à Serpentus. Même si oui, ça se voit qu'elle se laisse facilement emporter par ses émotions elle aussi. Là où pour Emily c'est la gentillesse et la joie, pour Sarah c'est la colère et la peur. Et on termine par le personnage principal, Charlie. Pendant toute cette saison, Charlie a pris cher, la pauvre. Entre son plan de rédemption pour Angel qui marche pas, Vox qui salit la réputation de l'hôtel et de Charlie, et le fait qu'elle fait beaucoup d'erreurs, je me sentais ultra mal pour elle. Oui, tu as aussi le fait qu'elle n'écoute personne. C'est pour ça que tout finit mal. Mais au final, elle a appris à écouter les autres et à comprendre ce qu'il faut faire. Elle apprend de ses erreurs. Je vais pas vous mentir, la partie avec Charlie était très compliquée pour moi à écrire. Désolé si j'ai pas mis d'effort. Mon avis sur la saison 2, elle est très bien. Foncez la voir si vous l'avez pas fait. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Il y a des facilités scénaristiques. On nous a teasé Loot pour rien et la saison aurait pu durer longtemps pour développer certains personnages. Peut-être qu'à l'avenir ça va être amélioré, mais on devra attendre quelques années pour la saison 3 et 4. Allez, sur ce je vous dis bye bye. Mom? Vous croyez vraiment que je vais terminer la vidéo sans parler de Lilith? Le plus grand mystère de la saison 1 et 2. Qu'est-ce que Lilith fout dans le paradis et pourquoi elle appelle Charlie que vers la fin? Dans une scène cliffhanger! Moi j'ai deux théories par rapport à elle. Soit elle est au paradis car ce n'est pas Lilith mais Eve qui possède Lilith. Ce qui explique pourquoi on voit pas ses yeux, que ses cheveux flottent et qu'elle porte pas le même collier. Ou elle se trouve au paradis pour voir si la rédemption est possible, plus voir si sa fille est prête à prendre la relève. Moi je suis pour la deuxième théorie. Je ne veux pas que Lilith soit la méchante. Et pour vous expliquer justement la deuxième théorie, Lilith a fait un pacte avec Adam pour pouvoir rester au paradis. En retour, il a le droit de faire l'extermination. La seule contrainte que Lilith impose, c'est de pas blesser sa fille. Et qu'est-ce qui se passe quand Adam étrangle Charlie? This fight was cute and all, but it's time to die. Son masque bug, comme si le lien a été brisé, voire un pacte. Ce qui fait que Lilith s'est libérée du contrat avec Adam. C'est pour ça qu'elle est pas partie en enfer quand Loot lui demande. Adam n'est plus là, du coup elle peut faire ce qu'elle veut. Et quand elle a vu que sa fille a réuni les Sinners et que Serpentus se trouve au paradis, c'est à ce moment-là qu'elle décide de revenir. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie. A film theory. Faut patienter la saison 3 pour voir ce que Vivian compte faire avec Lilith. Bon, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. C'est une bonne journée ou soirée. Ciao!